Coucou, deuxième partie du coup sur la vidéo du wokisme du précepteur. On est reparti. Donc là il parlait de la loi sur la laïcité. Ne sera plus la religion officielle de l'État. Donc cette loi s'inscrit totalement dans le prolongement du projet universaliste républicain, puisqu'elle consiste à inscrire dans la loi le fait que l'État n'a pas à prendre parti dans les affaires religieuses. Que l'État est désormais neutre sur le plan des croyances religieuses. Ce qui confirme l'idée que le principe de l'universalisme républicain, c'est le pluralisme. C'est la tolérance vis-à-vis de toutes les identités, étant entendu que s'il n'y a plus de religion d'État, tout le monde peut pratiquer la religion de son choix. Ce qui d'ailleurs au passage explique une grande partie des querelles auxquelles on assiste quand on parle de laïcité en France, puisque les uns y verront un rejet par l'État de toutes les religions, tandis que les autres y verront au contraire une acceptation par l'État de toutes les religions. Donc la conception de la société, qui est historiquement celle de la France, c'est un héritage direct de cet universalisme républicain, et qui nous rend particulièrement chatouilleux, pour ne pas dire sourcilleux, dès qu'on aborde la question des communautés, de l'ethnie, et plus généralement de l'identité. Alors, revenir un petit peu là-dessus. Mais là, ce dont tu parles, c'est au niveau gouvernemental. Parce que ça, c'est sur le papier, ce que tu parles. Mais enfin, c'est un peu ce qui est fait, c'est-à-dire que l'État, pour lui, il va faire en sorte de regarder les individus, non pas sur le caractère physique ou je ne sais pas quoi, mais ouais, sur des compétences ou des choses comme ça. Mais quand on voit la réalité, qu'au bout d'un moment, que l'homme est de base va se regrouper en communauté et donc va se regrouper avec des personnes qui se ressemblent, etc. Peut avoir plus ou moins de diversité, ça dépend des cas, mais il va toujours se regrouper en communauté. Après, une personne peut se retrouver dans plusieurs communautés. Et d'abord, la communauté peut être très diverse. Ça peut être très bien des communautés autour d'une religion, autour peut-être d'une couleur de peau, je ne sais pas. Mais ça peut être très bien par rapport à des groupes musicaux, par rapport à un jeu vidéo, par rapport à un livre, bref. Donc, de base, l'homme va forcément se retrouver dans des communautés. Et après, chaque individu peut être présent dans plusieurs communautés. Mais bon. En France, parler d'identité, et notamment d'identité ethnique, c'est mal vu. Parce que la République est basée sur le principe de l'assimilation, et donc sur l'idée que ce n'est pas l'origine ethnique ou la couleur de peau qui détermine notre identité nationale. La République française ne repose pas sur une conception ethnique de l'identité. Oui, mais là tu parles de l'État. Et il y a des personnes pour qui l'origine et la couleur de peau jouent. Et c'est ça le problème en fait. Le problème de base quand on voit nos lois, etc., et la République telle qu'elle est, oui, elle ne fait pas attention à ça. Mais entre ce que fait l'État et ce que font les personnes, il y a un gouffre. Elle repose sur une conception culturelle de l'identité. On est français parce qu'on a choisi d'être français, parce qu'on en épouse la culture, parce qu'on en épouse les valeurs et le projet. Voir à ce propos l'ouvrage d'Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation ? Dans lequel Renan explique bien la différence entre ethnie et nation, et où il montre que l'identité française ne repose pas sur une ethnie, mais sur un projet commun. À la différence par exemple des Allemands, pour lesquels la nation est fondamentalement liée à l'ethnie. De même pour la religion. En France, on le disait à l'instant, il n'y a pas de religion officielle. A l'inverse, aux États-Unis, on prête serment sur la Bible. Et sur les billets de banque, il est écrit « In God we trust », ce qui en France nous paraîtrait complètement incongru. Parce que nous n'avons pas la même histoire que les États-Unis, et donc nous n'avons pas la même conception ni la même définition de l'identité nationale. Et donc, si la pensée woke a un sens dans un contexte américain, elle est beaucoup plus problématique d'un point de vue français. La désignation de communautés, la séparation des communautés les unes des autres, ça n'a rien de choquant aux États-Unis. C'est même quelque chose de très banal. Alors que d'un point de vue français, désigner des communautés, se regrouper par communauté ethnique, par communauté culturelle ou religieuse, on appelle ça du séparatisme. Vivre entre blancs ou entre noirs ou entre asiatiques, en France, on appelle ça du racisme. Parce que ça sous-entendrait une volonté de la part de ces communautés de ne pas se mélanger, de rester entre soi. Et ça, pour nous, Français,
C'est la définition même du racisme et de la xénophobie. En France, utiliser le mot race, c'est déjà une marque de racisme. L'idée que l'humanité serait divisée en plusieurs races, c'est du racisme. Alors qu'aux États-Unis, parler de race, ça ne pose pas de problème. Ça ne choque personne. Sur les cartes d'identité américaines, on indique la race. Et une personne métisse, on ne la qualifie pas de métisse. On la qualifie de biraciale. Le mot métisse est vu comme une insulte aux États-Unis. Parce que métisse, c'est un terme qu'on réserve aux plantes. Les plantes métisses. Donc vous voyez qu'entre la France et les États-Unis, on est sur deux logiciels très différents. C'est vrai. Et comprendre ça, c'est comprendre les raisons qui font que la pensée woke a quelque chose de choquant pour nous, Français. Parce que de même que les cultures ne sont pas identiques ni interchangeables, les pensées et les idéologies issues de ces cultures ne sont pas non plus identiques ou interchangeables. On n'efface pas 3 siècles d'histoire politique d'un coup de crayon. On ne passe pas d'un antiracisme universaliste et laïque à un antiracisme communautariste et identitaire sans créer quelques perturbations neuronales. Et ignorer ça, ignorer le fait qu'il y a une différence d'épistémologie politique entre le logiciel universaliste et le logiciel communautariste. Oui, et puis aussi une différence sur le sens des mots. En France, pour nous, le terme race a beaucoup de... a des sens différents de ce qu'il a aux États-Unis. C'est s'interdire de comprendre pourquoi la pensée woke rencontre des oppositions, y compris au sein même des mouvements progressistes. La gauche républicaine défend depuis environ 3 siècles l'idée qu'on ne juge pas un citoyen à sa couleur de peau ou à sa religion, et la gauche identitaire woke lui explique maintenant que la couleur de peau et la religion sont absolument décisives dans l'organisation des rapports sociaux. Disons-le encore plus clairement. Selon les critères de la gauche républicaine et laïque, la pensée woke est une pensée raciste, puisqu'elle fait de la race et de l'identité ethnique un élément social déterminant. Donc on est en plein conflit des postulats. On est en plein conflit des paradigmes politiques. Reprenons l'exemple de la religion. En France, le principe de laïcité signifie que critiquer une religion n'est absolument pas équivalent au fait de critiquer le peuple qui pratique cette religion. Oui, c'est tout à fait normal, parce que la différence entre critiquer des idées et des croyances et critiquer... Enfin, c'est même pas une critique, c'est qu'on... Enfin déjà, quand on parle de... Enfin, ça dépend quel sens vous donnez le mot critique, mais quand il y a des critiques constructives, de toute façon, peu importe que ce soit sur des individus, c'est normal. Mais on peut très bien... Enfin, c'est le droit de blasphème qui est complètement normal, en fait, parce que s'il n'y a pas de blasphème, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition possible à la religion. Et s'il n'y a pas d'opposition possible à la religion, ça veut dire qu'on se retrouve dans une dictature religieuse. Donc voilà, le blasphème est quelque chose de fondamental. Et en fait, beaucoup de personnes religieuses, quand on critique leur religion, ont l'impression qu'on la critique eux. Mais il y a une grande différence entre dire par exemple que la religion c'est de la merde et ne rien avoir contre les personnes qui sont croyants. Et ça, beaucoup de personnes ont du mal à le savoir, de faire la différence entre leurs croyances et eux. Bref. Parce que la religion relève de la croyance. Donc, de l'esprit. Pas de l'ethnie. Pas de la biologie. Critiquer le christianisme, ce n'est pas critiquer les Italiens, ou les Portugais, ou les Polonais. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État, mais c'est aussi la séparation de la croyance et de la personne. Oui. On critique une croyance, pas une personne. Bon, et bien aux États-Unis, ou en Angleterre, on voit les choses différemment. Aux États-Unis et en Angleterre, critiquer l'islam, ce n'est pas critiquer une croyance. Aux États-Unis et en Angleterre, critiquer l'islam, c'est du racisme. Parce que c'est critiquer la croyance d'une population dont l'identité se confond avec la religion. Vous avez peut-être vu passer cette interview de Caroline Forrest sur Sky News en 2015, dans laquelle elle présente à l'écran des caricatures du prophète de l'islam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que l'interview a été interrompue. Et la journaliste a présenté des excuses aux téléspectateurs. Parce qu'elle a jugé, comme on juge au Royaume-Uni, que critiquer l'islam à l'antenne, ce n'est pas critiquer une croyance. C'est offenser une communauté. C'est ça la conception communautariste de l'identité. Et dans cette conception, c'est la laïcité qui est vue comme une forme de racisme. Parce que la laïcité impose le silence aux religions, parce que la laïcité permet d'insulter les religions, Oui. alors que la religion fait partie de l'identité des peuples. Vous voyez? Oui et non.
Enfin, je suis désolé, mais tu vois, il y a des religions, au bout d'un moment, c'est comme si dire, par exemple, dire que, je sais pas, dire des conneries sur les Korrigans, c'est insulter les Bretons. Enfin, au bout d'un moment, oui, la religion, c'est quelque chose de culturel, mais ça ne définit pas une population. Enfin, bref. C'est très différent. Et on ne peut pas faire comme si ces différences n'existaient pas. Quand des personnalités de gauche dénoncent ce qu'elles identifient comme étant des dérives de la pensée woke, elles ne le font pas parce qu'elles sont passées du côté de l'ennemi. Elles ne le font pas en raison d'une soudaine conversion au racisme. Elles le font au contraire sur la base d'une conception républicaine et universaliste de l'antiracisme, qui estime, à tort ou à raison, que mettre l'identité au centre du débat, que ramener les personnes à leur couleur de peau, à leur race ou à leur religion, c'est l'essence même du racisme. Donc on n'a pas affaire à des antiracistes devenus racistes. On a affaire à deux conceptions diamétralement opposées de l'antiracisme. Une conception universaliste qui nie les différences entre les peuples et les communautés, et une conception communautariste qui voit dans ces différences entre les peuples et les communautés l'origine de toutes les oppressions. Du point de vue de la pensée woke, parler de privilèges blancs, parler de masculinité toxique, parler de culture du viol, ce n'est pas choquant. Et là, on arrive à quelque chose qui va être plus problème. Enfin, c'est plus nuancé que ça. Là, il y a une différence entre dire que tous les problèmes viennent de la race et dire que les problèmes viennent d'une culture. Le problème quand on parle de masculinité toxique, ce n'est pas qu'on dénonce les hommes, c'est qu'on dénonce des idées qui font, enfin, qui permettraient d'identifier des hommes. Par exemple, les hommes ont les cheveux courts. Ça n'est basé sur rien de concret, ce sont plutôt des affirmations qui sont relayées en fait par des personnes et qui disent en fait pour être un homme il faut être comme ci, il faut avoir telle caractéristique. Mais dire qu'il y a une masculinité toxique, ce n'est pas dire que les hommes sont le problème, c'est de dire ce sont ces pseudo caractéristiques, enfin je sais pas comment dire, mais comme si vous avez des cases à cocher en fait. C'est ça le problème. C'est dire que pour être un homme, il faut être comme si. Et quand on parle de masculinité toxique, on parle de ça, ou quand on parle d'autre chose, c'est critiquer non pas un type de personne, mais critiquer des idées. Et là, il y a encore quelque chose qui se confond en fait. Et par exemple, il n'y a pas que les personnes woke qui parlent de masculinité toxique ou des choses comme ça, ou même de féminité toxique. C'est juste nommer les choses. C'est juste désigner les coupables. C'est juste ouvrir les yeux. Toujours. Le gros problème en fait, c'est il ne faut pas définir des coupables parce que ça ne sert à rien, ça ne change rien. Il faut dénoncer des actes, des idées et des choses qui reviennent et qui sont problématiques. Quand on parle de masculinité toxique, on ne parle pas des hommes, on parle des idées comme quoi il faudrait avoir, qu'il faudrait avoir les cheveux courts, qu'il faudrait être musclé, qu'il faudrait être machin, qu'il faudrait ceci. Ce sont ces comportements qu'on critique, ce ne sont pas les hommes. Il faut savoir faire la différence. Donc il y a quelque chose de nouveau dans la pensée woke, qui est de désigner comme coupable de l'oppression, non pas une caste d'individus, mais une communauté d'individus. Pour les woke, être blanc, c'est bénéficier du privilège blanc. Non, et puis même ça, ce n'est pas juste considéré par les woke. De toute façon, toutes les personnes le font. On voit même à droite des personnes qui disent oui, bah le problème ce sont les personnes LGBT. Vous voyez, tout le monde va regrouper en fait des types de populations qui jugent ou des idées qui jugent néfastes et juste les regrouper sur un genre de personnes parce que c'est plus facile mentalement de le faire plutôt que se dire je critique pas des personnes, je critique les idées. Et ce sont les idées qui sont véhiculées qui sont problématiques. Par exemple, moi, quand je dis que les religions c'est de la merde, je n'ai rien contre les personnes croyantes. Ce que je dis, ce sont que il y a beaucoup de croyances qui sont véhiculées par la religion qui font du mal à l'intégrité ou à la liberté d'autrui. Et c'est ça qui est problématique. Après, si les religions étaient vraiment respectueuses d'autrui, je m'en fous de savoir de ce que vous croyez ou voilà, enfin, bref, je m'en fous un peu.
Donc il faut vraiment faire la différence entre désigner des coupables et désigner des idées ou des choses qui sont problématiques. Il faut vraiment faire la différence entre coupables et désigner des traditions, des choses qui sont problématiques. Être hétérosexuel, c'est bénéficier de l'hétéronormativité. Et être un homme, c'est bénéficier du patriarcat. Le gros problème, en fait, c'est que ça peut paraître bizarre, mais par exemple, dans beaucoup de sociétés, être hétérosexuel, tout le monde s'en fout, en fait, parce que c'est normal. Et donc, beaucoup de gens, en fait, par exemple, n'arrivent pas à n'arrivent pas à comprendre ce que c'est la discrimination vis-à-vis de l'attirance sexuelle. Parce que pour eux, c'est la norme. Bref, je me suis un peu perdu dans mes idées. Bref, on va continuer. Désolé. La question n'est plus de savoir quelles idées on défend. La question est de savoir à quelle communauté on appartient. Car l'oppression n'est pas une affaire d'idées, mais une affaire d'identité. Les Noirs n'ont pas été opprimés pour leurs idées, mais parce qu'ils étaient noirs. Les homosexuels n'ont pas été opprimés pour leurs idées, mais parce qu'ils étaient homosexuels. Les femmes n'ont pas été opprimées pour leurs idées, mais parce qu'elles étaient femmes. Partant de ce constat, la pensée woke estime que ce ne sont pas les idées qui conditionnent les rapports de domination, mais l'appartenance communautaire. Autrement dit, l'ennemi n'est pas celui qui ne pense pas comme moi. L'ennemi est celui qui appartient à la communauté dominante. Il y a donc dans la pensée woke une essentialisation de l'oppresseur. Une essentialisation, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à convaincre l'oppresseur de cesser d'être un oppresseur, puisqu'il l'est, quoi qu'il fasse. Ce n'est pas une question d'idée ou de valeur, c'est une question d'appartenance communautaire. Et d'un point de vue woke, on ne transcende pas son appartenance communautaire. Un blanc qui a des dreadlocks, ce n'est pas un blanc qui épouse la cause des Noirs. C'est un blanc qui fait de l'appropriation culturelle. Un homme qui se prétend féministe, ce n'est pas un homme qui épouse la cause des femmes. C'est un homme qui cherche à se donner bonne conscience. C'est la raison pour laquelle les woke sont très attachés à la parole des concernés. Pour parler de racisme, pour parler de féminisme ou d'homophobie, il faut être concerné. Et concerné, ça veut dire faire partie de la communauté visée par ce dont on parle. On va faire une petite parenthèse là-dessus. Mais oui, la parole des concernés est vitale. Mais le but, ce n'est pas de dire que seuls les concernés peuvent prendre la parole. Le problème, c'est que quand des personnes qui ne sont pas concernées et qui ne se sont pas renseignées véhiculent des idées qui sont problématiques ou des stéréotypes, c'est là que ça devient problématique. Parce que comment vous pouvez, par exemple, parler de discrimination concernant l'identité de genre si vous n'avez jamais vécu cette discrimination ou si vous n'avez jamais parlé avec des personnes qui l'ont vécu. Les personnes peuvent en parler, mais pour ça, il faut... il est nécessaire qu'elles aient fait des recherches et que ce soit documenté vis-à-vis d'autres personnes ou vis-à-vis d'études. Le problème n'est pas de dire il faut que ça soit une personne qui soit... il ne faut pas que ça soit, par exemple, quand on parle d'homosexualité, il ne faut pas qu'il y ait que des personnes homosexuelles qui parlent d'homosexualité. Mais si vous êtes une personne qui n'est pas homosexuelle, qui n'a pas fait de recherches là-dessus, ou qui ne s'intéresse pas sur le sujet, et vous avez juste une opinion comme ça, plein de stéréotypes, c'est problématique. Si on ne fait pas partie d'une de ces communautés opprimées, notre parole, notre témoignage, n'est qu'une abstraction. Parler de concernés et de non concernés, c'est déporter le noyau du militantisme politique de la pensée à l'identité. On se définit politiquement par son appartenance communautaire avant de se définir par ses idées personnelles. Alors, ça peut nous paraître choquant, mais quand on y réfléchit, ça peut se justifier. Quand Marx décrit la domination capitaliste, il ne propose pas aux capitalistes de donner leur point de vue. Ceux qui sont concernés par la domination capitaliste, ce sont les prolétaires, c'est-à-dire les dominés. Eh bien, c'est la même chose pour les woke, à cette différence près que, dans la pensée woke, ce n'est pas seulement la position économique qui définit le fait d'être concerné ou non, c'est la position communautaire. Un blanc n'a pas à parler du racisme que subissent les noirs, parce que lui-même ne le subit pas. Donc sa parole ne pourrait être qu'une parole abstraite. Et une parole abstraite est sans aucune valeur. C'est ça, le fait d'être concerné.
On se souvient de Malcolm X, militant afro-américain, qui, lorsqu'une jeune journaliste blanche était venue lui dire qu'elle était très attachée à cette cause, et qu'elle lui avait même demandé si elle pouvait faire quelque chose pour l'aider, Malcolm X l'avait laissé parler, et une fois qu'elle a eu fini, il lui avait tout simplement répondu avec un petit sourire, « Non. Non, parce que le combat identitaire n'est pas un combat d'idées. » Et donc évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi y a-t-il parmi les militants woke, parfois même parmi les plus zélés des militants woke, des non-concernés, des blancs, bourgeois, hétérosexuels. Pourquoi y a-t-il parmi les militants woke des privilégiés? Est-ce que ces militants se rendent compte qu'ils s'approprient un combat qui n'est pas le leur? Un combat dans lequel, en tant que non-concernés, leur parole n'a pas de valeur. À moins que la parole des non-concernés n'ait de valeur que lorsqu'elle va dans le sens des intérêts du wokisme. Il y a eu le cas d'une activiste américaine, Jessica Cruz, professeure à l'université George Washington, qui pendant des années a fait croire à ses étudiants qu'elle était d'origine africaine, et dont on a fini par découvrir qu'elle s'était inventé ses origines pour se donner une légitimité sur le sujet. Ça en dit long. Alors bien sûr, c'est un cas isolé, mais ça en dit long sur le besoin qu'ont certains progressistes blancs de se réclamer d'une identité exotique. Toujours, il faut différencier progressiste et woke, c'est pas la même chose. Enfin, bref. Pour se sentir appartenir au camp des opprimés. On se découvre un ancêtre espagnol et on se sent appartenir à la communauté des immigrés. Comme si l'identité n'avait de valeur qu'en dehors de nos propres frontières. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre le succès de la pensée woke chez de nombreux militants progressistes blancs et hétérosexuels, c'est-à-dire chez des militants non concernés, si on ne comprend pas le ressort psychologique fondamental qui les anime, à savoir la culpabilité. Non, bref. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus, mais... Enfin bref. Comme quoi il y aurait que les concernés qui pourraient lutter contre ça, bah non, ça n'a aucun sens. Je pense, quelques personnes woke le pensent aussi, mais je pense que la plupart des personnes de gauche ou même progressistes, il y a une différence entre parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'a pas connu et essayer d'aider et essayer d'aller vers un monde plus juste. Bref. L'Occident moderne est habité par la culpabilité. Pendant des siècles, l'Occident a imposé son modèle aux autres civilisations. Il l'a imposé par la force, il l'a imposé par la religion, par l'économie, par la technologie, et il continue de l'imposer par la propagande médiatique. Le fameux soft power. Seulement voilà, depuis quelques décennies, l'Occident décline. De nouvelles puissances économiques ont émergé. La Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie. L'Occident a perdu son monopole. Et en perdant son monopole, il a aussi perdu sa légitimité. L'Occident n'est plus en position de donner des leçons au monde. Et du coup, l'Occident se retourne sur lui-même, il constate ce qu'il a fait, et il s'en veut. Il s'en veut parce qu'on ne s'en veut que lorsqu'on n'a plus les moyens d'imposer sa légitimité. Non. Enfin, je n'ai pas à regretter ce qu'a fait mes ancêtres. J'en suis pas responsable en fait. Il faut arrêter de penser qu'il faudrait être responsable de ce que nos ancêtres ont fait. Non. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes actes, de mes gestes, mais je ne suis pas responsable des gestes de mes parents ou d'autrui en fait, tout simplement. On ne s'en veut que lorsqu'on est confronté aux conséquences de nos actes. L'Occident s'est construit sur la conquête. Et aujourd'hui, l'Occident nous dit « la conquête, c'est mal ». L'Occident s'est construit sur la violence. Et aujourd'hui, l'Occident nous dit « la violence, c'est mal ». Beaucoup de cultures se sont forgées sur la violence. La violence a toujours été malheureusement un peu partout. L'intolérance, c'est mal. Le racisme, c'est mal. L'Occident est entré dans l'ère de la déconstruction. Jacques Derrida disait « la déconstruction, c'est ce qui arrive ». C'est ce qui arrive, au sens où Hegel disait que l'histoire était retour sur soi. On se retourne sur nous-mêmes et on pleure. On pleure pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on a fait subir, pour les fautes qu'on sait ne jamais pouvoir être réparées.
Ou alors on arrête de, de pleurer sur des choses dont on n'est pas responsable et on essaie juste d'avancer ensemble, d'essayer vers un monde plus juste, tout simplement. Et parce qu'on sait ne jamais pouvoir les réparer, on se punit, on se châtie. La déconstruction est le produit de la conscience de soi. Et lorsque cette conscience devient mauvaise conscience, lorsque cette conscience devient culpabilité, elle devient conscience honteuse. La honte de soi, la honte d'appartenir à un Occident désavoué par le monde, un Occident mis en face de ses méfaits, et qui ne peut trouver son salut que dans la repentance. Demander pardon. Bref. Demander pardon pour l'esclavage, demander pardon pour la colonisation, demander pardon. Bref, on va s'arrêter ici parce que c'est juste dire du coup toutes les personnes européennes se sentent mal pour ce qu'on fait leurs ancêtres. On n'est pas responsable en fait, tout simplement. Enfin, c'est triste, mais c'est la vie en fait. Il y a nos ancêtres qui ont fait des conneries, mais c'est pas à nous d'en payer les frais en fait, parce qu'on n'est pas responsable. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moins c'était une vidéo intéressante. Donc voilà. J'espère que je vous fais des bisous. Ciao ciao.